Salut, salut Nicolas, comment ça va de ton côté? Ça va, ça va. Trop bien. Tu peux te présenter, tu peux dire aux gens comment on est là aujourd'hui ensemble réunis pour parler de cette campagne. Moi, je suis un journaliste indépendant. J'ai déjà fait d'autres créateurs de contenu, Ouais, pas forcément qui ont peut-être les mêmes opinions que toi, ok. mais moi, je suis pas journaliste dans un média, globalement. Ou pas encore. Ok, ça marche, journaliste indépendant. Écoute, très stylé. Moi, je suis un candidat indépendant, donc on est un petit peu sur la même page là-dessus. Alors, du coup, tu m'as contacté, tu voulais voilà, faire un entretien avec moi, me poser des questions et tout. Je te laisse, du coup, vas-y, pose-moi toutes les questions, toutes tes interrogations. Let's go. Est-ce que déjà, t'as reçu une réponse peut-être en privé de l'après? Une réponse en privé de l'après. Alors, pour les gens qui n'auraient peut-être pas tout suivi, j'ai reçu un mail de l'après qui m'a informé que j'étais exclu du parti. D'ailleurs, j'ai fait un thread Twitter dessus. Le thread a pas mal tourné et tout. Mais du coup, non, pour répondre à ta question, pour l'instant, je n'ai aucune réponse de la part de l'après. Je les ai tags sur Twitter, hein, donc bon. Est-ce que t'as pu recevoir des soutiens en interne de l'après? Notamment Gérard Filoche. Alors non, pour l'instant, Gérard Filoche ne m'a pas contacté. J'ai essayé de le contacter moi au tout départ, voilà, dès que j'ai appris la nouvelle, mais bon, c'est resté sans réponse. Pour l'instant, j'ai pas du tout eu de contact sur ce plan-là. Bizarre. Où en est actuellement la contestation du renouvellement de l'adhésion? Alors, en fait, c'est un peu compliqué pour la contestation, notamment parce que dans leur explication, dans leur mail qu'ils ont envoyé pour m'exclure du parti, ils n'ont pas détaillé en fait la procédure pour faire appel. Dans les statuts de l'après, il y a bien écrit qu'en cas d'une sanction, tout adhérent du parti qui est sanctionné peut faire appel de la décision. Par contre, il semblerait qu'il faut saisir la commission de résolution des conflits et avoir l'approbation de la moitié des membres de cette commission pour pouvoir le faire. Donc en fait, pour l'instant, j'avoue que j'ai cherché des informations sur comment saisir cette instance. Je suis pas encore trop sûr comment faire, mais je pense on va bien sûr essayer de faire appel en interne du mouvement. Donc voilà, j'en suis à ce stade-là. Mais en tout cas, ouais, c'est une décision scandaleuse, quoi, hein. Bon, maintenant sur la campagne, vous avez prévu comment de continuer après cette exclusion d'un grand mouvement politique? Écoutez, moi, je suis toujours en campagne, hein, je lâche absolument rien. Quand j'ai annoncé, avec les positions que je défends sur la primaire, y participer quand même, justement en portant une critique de la méthodologie pour l'instant, qui semble être celle qui va être utilisée dans cette primaire large, énormément de gens m'ont contacté, m'ont dit c'est super, c'est une très très bonne chose qu'il y ait quelqu'un dans la primaire pour représenter les gens qui ne souhaitent pas rajouter une candidature de plus aux candidatures qui se présenteront à l'élection présidentielle 2027. Bien sûr, dans le cas spécifique où, sortant en tête de la primaire, je ne serai pas en tête dans les sondages, dans le rapport de force, dans l'engouement populaire, etc. Beaucoup de gens sont inquiets, en fait, que cette primaire pourrait rajouter une candidature à des candidatures qui existeraient déjà, qui ne comptent pas forcément aller dans une primaire si elle est organisée de la façon prévue. Donc ce risque-là, en fait, c'est un risque majeur qui pourrait causer une défaite de la gauche, comme on a vu avec la primaire populaire en 2022. Ça veut dire que le fonctionnement de la primaire populaire était à base d'un échantillon complètement biaisé. Apparemment, les gens qui soutenaient Taubira étaient surreprésentés dans l'échantillon des participants. Et du coup, ça n'a fait que rajouter une candidature de plus. Et puis, il n'y avait aucun moyen vraiment pour les autres candidats de dire, bon, je vais me plier à ce processus, quoi, vu les modalités dans lesquelles c'était organisé. Alors après, je sais pas, on connaît pas encore les modalités de cette primaire, hein, ce qui est fou. Il y a beaucoup de gens qui en discutent et tout, mais dès qu'on pose des questions sur les détails, on n'a pas de réponse, on n'a pas de détails donnés. Est-ce que ça va être en ligne? Est-ce que ça va être en physique? Je pense que ça va être très probablement en ligne, parce que je vois pas comment ils auraient les moyens de le faire en physique dans des bureaux de vote et tout. Et donc voilà où en est la candidature, quoi. Bah, d'après ce que je vois, notamment en ligne, vous faites 80% dans les sondages Twitter. C'est Oui, un oui, bon bon alors signe, ça, ça, ou pas, pour la campagne oui, ça c'est de un la sondage primaire? Twitter, donc je vais pas non plus, voilà, je sais faire la différence entre un sondage Twitter et des vrais sondages. Moi, mon appel aujourd'hui, c'est un appel aux sondeurs, un appel à toutes les personnes qui commentent la vie politique et qui commentent cette primaire, de m'inclure dans les enquêtes, etc., qui sont faites sur cette primaire. Je pense honnêtement qu'il y a des grandes chances que je puisse l'emporter dans cette primaire. Ma position que je prends vis-à-vis de cette primaire, elle est très très populaire dans l'électorat. Et donc voilà, j'appelle les sondeurs à m'inclure pour avoir, parce que bien sûr, je ne vais pas faire genre un sondage Twitter et quelque chose de représentatif et quelque chose de fiable, d'accord? Ça, c'est un peu pour la blague, mais voilà. Bah après, vous connaissez déjà, vous êtes sur votre opinion sur les sondages.
Parce que vous êtes proche, vous avez des positions proches de la France Insoumise et vous avez pu retweeter Antoine Léaumont lorsqu'il était sur la commission sur les sondages. Euh, sur une autre question, est-ce que la campagne 2027 s'instituera pour d'autres élections? Juste pour rebondir rapidement sur ce que tu as dit sur être proche de la France Insoumise sur la position des sondages, je pense que c'est une Oui, c'est ça, critique. oui. Ouais, c'est une critique qui est partagée par beaucoup de gens, hein, sur le fonctionnement interne des instituts de sondage, leur façon de faire des redressements et tout. Oui, c'est vrai qu'Antoine Léaumont a porté la commission d'enquête parlementaire sur ce sujet avec plein d'autres personnes. LFI font partie des gens qui portent cette critique, mais la critique, elle est partagée par beaucoup de personnes qui sont pas LFI et tout. Mais voilà, on est d'accord sur ce sujet Oui, potentiellement. oui, il y a des personnes plus à gauche que LFI qui pensent ça, un poil plus à droite, mais c'est un peu divers. Oui, oui, ou même des personnes neutres qui juste Oui, observent comment oui, fonctionnent les sondages, qui remarquent qu'il y a des petits problèmes méthodologiques. Ça serait bien d'ailleurs d'avoir des nouveaux instituts de sondage qui feraient des méthodes un peu plus fiables, peut-être moins des questionnaires en ligne, peut-être moins des questions peut-être orientées parfois, des redressements plus transparents, peut-être aussi des échantillons plus larges pour réduire la marge d'erreur, et toutes ces choses-là donneraient en fait des sondages de meilleure qualité. Je sais qu'il y a des gens qui disent qu'il faudrait interdire les sondages, hein, mais bon, le problème avec ça, c'est que c'est un peu inévitable l'existence des sondages, parce que même si la France l'interdisait, en fait, il pourrait y avoir des sondeurs étrangers qui arrivent à sonder les Français en étant dans un autre pays qui ne serait pas dans la législation, où les sondages seraient interdits. Donc il y aurait, tu vois, de la même façon qu'il y a des sondages qui sont faits genre dernière minute dans les élections, où en France c'est la trêve, on peut plus sonder les gens. Mais dans d'autres pays, il y a quand même des sondages genre belges, etc., qui sont faits dans des moments où c'est pas possible en France. Donc je pense que, voilà, je sais pas si interdire les sondages serait une vraie solution sur ce plan-là. Et pardon, la deuxième moitié de ta question, j'ai oublié. Est-ce que la campagne destinée à 2027 se mettra sur d'autres élections? Alors, pour l'instant, c'est vraiment exclusivement pour 2027. On se lance dans cette présidentielle, dans ce projet, dans ce rassemblement large et dans, bien sûr, cette primaire. Est-ce que vous constituez déjà un groupe, des personnes qui vont faire votre campagne dans votre cercle rapproché? On a déjà une équipe de campagne, plusieurs personnes en font partie. Donc oui, oui, bien sûr, on est en train de constituer des équipes, etc. Normalement, on va avoir beaucoup de monde qui vont pouvoir participer à la campagne, donc ça fait vraiment plaisir. Et du coup, un point particulier sur votre campagne, vous avez décidé que si vous remportez la primaire, mais qu'il y a un autre candidat de gauche en face de vous, vous retirez. Vous pouvez expliquer un peu cette proposition et en quoi ça vous distingue des autres? Ouais, La alors primaire. oui, déjà, tu as raison de souligner le fait que ça me distingue de toutes les autres personnes qui ont annoncé pour l'instant leur candidature dans cette primaire. À ce que je sache, ni Ruffin, Tondelier, ni Clémentine Autain, mon ancienne camarade de l'après, n'ont annoncé que dans le cas précis où ils remporteraient la primaire et qui ne seraient pas dans une situation favorable à leur candidature dans l'élection par rapport à une autre candidature sur un programme de gauche de rupture, ils se désisteraient. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a un énorme risque. Si jamais ces candidats-là n'acceptent pas de se désister dans ce cas-là, il y a un risque de diviser encore plus, ce qui est normalement l'objectif contraire de l'objectif annoncé par une primaire. L'objectif annoncé par une primaire, c'est censé être pour réduire le nombre de candidatures en les rassemblant derrière une personne, derrière une candidature. Tout ça, ça vient d'où? Ça tombe pas du ciel, hein, c'est pas quelque chose d'inéluctable. Ça vient du fonctionnement de la Ve République. Ça vient du fait que dans notre élection, on a un scrutin de type uninominal à 2 tours. Et en fait, dans ce type de scrutin-là, il y a un énorme problème. C'est-à-dire si plein de candidats se présentent sur la même position, sur les mêmes propositions, ça divise les voix. C'est vraiment bête comme mode de scrutin. On est en 2025, on a des iPhones avec des milliards de transistors sur quelques centimètres. On a fait des énormes progrès technologiques. En matière de fonctionnement démocratique, on est encore au Moyen-Âge d'avoir des modes de scrutin aussi absurdes que celui qu'on a dans la Ve République pour cette élection présidentielle. Moi, je plaide pour avoir un mode de scrutin beaucoup plus adapté comme le vote par approbation ou des choses comme ça. Et donc ouais, pour l'instant, je suis la seule candidature dans cette primaire qui accepte de me désister dans le cas où je ne serai pas en tête à gauche, ce qui est dommage, hein. Je fais un appel solennel ce soir à toutes les autres candidatures dans cette primaire de prendre la même position, d'affirmer devant les gens que c'est bien ça qu'ils feraient dans ce cas-là, pour voilà, rassurer les personnes qui pourraient avoir peur d'une division augmentée à cause d'une telle primaire. Après, pour ce qui est de ma campagne, des propositions de fond et tout, c'est très simple. Moi, je m'inscris dans le cadre du programme NFP 2024, comme d'autres personnes le proclament dans cette primaire, même si je pense que quelques autres candidates et candidats ont peut-être eu des déclarations ces dernières années qui étaient un peu contraires à certains engagements du programme NFP 2024, mais bon. Bon, du coup, sur deux questions au début là, de votre réponse, vous avez parlé que vous voulez un autre scrutin pour la primaire.
Mais est-ce que dans les idées que vous porterez à la primaire, vous avez aussi un scrutin autre que le scrutin majoritaire, mais pour l'ensemble du pays? Alors, ce que je disais sur le mode de scrutin, ça s'appliquerait plus pour l'élection présidentielle. Moi, pour cette primaire, je ne sais pas si j'aurai vraiment mon mot à dire sur le mode de scrutin qui sera choisi. De toute façon, c'est pas vraiment moi qui vais décider de ça. Du coup, la seconde question sur notre réponse, vous avez dit suivre le programme du NFP 2024, mais on peut voir notamment avec le Parti socialiste et quelques autres fois sur un peu plus mineurs les écolos et les communistes qui suivent pas à la lettre le programme ou qui font des trucs contraires carrément. Ouais, je pense que ce qui va trancher sur ce point-là, ça va être la primaire. En fait, la primaire va pouvoir permettre aux électeurs de se faire une idée de chacun de nos positionnements dedans et de pouvoir trancher voilà, en prenant en compte les prises de position publiques de certaines personnes qui, en effet, ont pu avoir des déclarations et des actions complètement contraires aux engagements du NFP. Bien sûr, le PS, en refusant de censurer Bayrou à l'époque 6 fois de suite, et en refusant de censurer maintenant Le Cornu, et en tentant la pseudo-négociation qu'ils sont en train de faire, qui est une catastrophe absolue. Mais aussi, oui, d'autres personnes qui ont... je pense que c'est la primaire qui va trancher entre ces candidatures-là et ces propositions. Et d'ailleurs, j'attends avec impatience le moment des débats dans cette primaire-là, où on pourra voilà, confronter nos idées sur ce terrain-là. Oui, sans doute, si vous avez besoin des débats, vous pouvez me proposer dans les studios de la primaire. Mais Vous avez des studios de votre côté, vous? non, non, mais Ah, si la dommage. primaire, elle a des studios, elle est avec les autres parties. Mais Dommage, ok, ouais, ouais. Je autre sais pas trop ce qui question, sera parce organisé, mais que j'espère que. on Ouais. a entendu que ils vou- ils vou- ceux qui participent à la primaire, ils veulent une primaire de Ruffin à Canfin, de Poutou à Hollande. Mais vous, c'est de où à où la primaire? Honnêtement, moi, je sais pas vraiment si c'est à moi de dire de où à où elle doit être. Bon, je pense que déjà inclure des personnes qui sont pas favorables au programme NFP, ça serait pas très logique. Mais bon, encore une fois, moi, comme j'ai pas vraiment le contrôle sur l'organisation de la primaire, j'y vais en partant du principe que voilà, c'est une primaire ouverte et tout. Je sais qu'à l'après, ils veulent qu'il y ait la participation de Raphaël Glucksmann dans la primaire. Moi, je sais pas si j'ai un avis là-dessus. Je pense que peu importe qui participe, j'ai mes chances d'arriver en tête de cette primaire. Donc, que Glucksmann vienne, bon, bah, ça va changer grand-chose, quoi. Oui, oui, ça c'est sûr. De toute façon, il a indiqué qu'il voudrait pas participer à être des gens qu'il avait qualifié le programme du NFP de mélenchoniste ou de soumis à Mélenchon ou tout ça. Du coup, ce serait pas étonnant qu'il participe pas. Mais est-ce que vous avez prévu d'autres actions de campagne, soit en ligne ou même une action sur un marché, devant un siège de parti politique pour appeler à la primaire ou autre chose? Alors, absolument, on a beaucoup de choses prévues dans cette campagne. Là, c'est voilà, un premier entretien qu'on fait, mais je pense que dans les semaines qui viennent, tout le monde, la presse incluse, va pouvoir voir un petit peu les prochaines étapes qu'on va mettre en place dans cette campagne. Mais oui, bien sûr, il y aura des actions en ligne, il y aura des actions en physique, dans la vraie vie, etc., des actions sur le terrain. On a plein de choses de prévues. Je ne peux pas en dire grand-chose pour le moment parce que je laisserai les personnes découvrir au fur et à mesure de la campagne. Mais oui, bien sûr, on a prévu plein de choses. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Oui, bah oui, forcément. Mais du coup, revenir sur votre distinction que vous faites sur la primaire, vous disiez ranger derrière le candidat de gauche si vous êtes derrière lui dans les sondages. Mais est-ce que Raphaël Glucksmann, par exemple, c'est un candidat de gauche pour vous? De ce que j'ai vu de ses propositions politiques, ça ne semble pas être un candidat de gauche. Je sais que Glucksmann, au moment, par exemple, du mouvement du 10 septembre récent, qui était tout simplement un mouvement contre l'accroissement des inégalités, contre le budget Bayrou, qui était une dystopie néolibérale absolue, avec de l'austérité à foison, des coupes dans les hôpitaux, le projet de retirer des jours fériés aux Français. Enfin, c'était une catastrophe absolue. Dans ce moment-là, où un mouvement social fort a commencé à s'organiser, Raphaël Glucksmann, sur les plateaux télé, appelait les gens à ne pas participer
à la manifestation, aux grèves, etc. du 10 septembre. Donc bon, je suis désolé, mais je vois pas comment tu peux te prétendre de gauche et ne pas être favorable à un mouvement des travailleuses et des travailleurs et de toute la société civile contre un budget aussi destructeur que le budget Bayrou. Et j'ajouterais aussi, par exemple, les positions de Raphaël Glucksmann sur la réforme du RSA travail forcé, qui était une énorme atteinte aux droits des Françaises et des Français il y a quelques mois, votée par les macronistes. À ce moment-là, il y a eu une mobilisation d'un tas de gens, il y a eu des appels et tout. Pour l'instant, le parti Place Publique n'a pas pris position sur cette réforme. J'ai vu aucun contenu et on a cherché, on est allé sur leur site, on a parlé à des personnes du parti Place Publique qui sont venues en stream, etc. On a même parlé à une personne qui semblait limite favorable à cette réforme du RSA travail forcé de Place Publique. Donc voilà, c'est sur des signes comme ça, en fait, les électeurs peuvent plus se fier seulement aux étiquettes. C'est pas parce qu'une personne arrive sur un plateau et se proclame de gauche que forcément les électrices et les électeurs vont faire confiance et vont trouver que c'est réel. Je veux dire, les gens n'ont pas oublié François Hollande qui a dit « Mon ennemi, c'est la finance » avant de supprimer des pans entiers du droit du travail, avant de repousser l'âge de départ à la retraite, en augmentant de 1 an et demi le nombre d'annuités nécessaires, et un tas d'autres mesures ouvertement de droite. Donc voilà, les gens comme Glucksmann, je trouve très difficile aujourd'hui de l'inclure dans la catégorie gauche si cette catégorie a encore un sens en politique en 2025. Donc réponse non. Si c'est pour me désister derrière Glucksmann, ça n'arrivera jamais. Du coup, vous parlez gauche, vous condamnez le mandat Hollande dans ces mesures, mais du coup, vous revendiquez d'une idéologie particulière ou pas forcément une idéologie, mais des figures qui ont pu arriver ou d'autres partis qui ont existé avant? Alors, dans le moment, j'aurai bien sûr des positions de fond que je peux développer longuement. Dans le cadre de cette primaire, je me contente de représenter le projet du NFP, le programme NFP 2024, qui est, si on veut le qualifier politiquement, je dirais c'est un programme social-démocrate, voilà, d'économie mixte, de compromis avec les forces capitalistes en place. Et donc, ouais, d'avancées sociales, de très bonnes avancées sociales, hein, très, très ambitieuses, très majeures, qui améliorent la vie de millions de personnes en France si elles étaient appliquées. Mais voilà, c'est un programme social-démocrate classique. Et c'est une très bonne chose, hein, c'est une très bonne chose. Mais moi, pour le coup, voilà, en termes d'idéologie, je suis pour appliquer le programme du Nouveau Front Populaire. En termes de figure historique, etc., je pense qu'il vaut mieux pas trop forcément en politique se revendiquer de figures comme ça, parce que bon, ça peut perdre en fait les électrices et les électeurs qui n'ont pas forcément, se sont pas intéressés pendant des années à tel livre, tel vieux bouquin poussiéreux d'il y a 300 ans et tout. Donc voilà, ça peut être intéressant, mais c'est pas vraiment ce que je compte faire dans le cadre de cette campagne pour le moment. Oui, sur ça notamment, on a pu entendre les critiques sur le fait qu'il y a des gens qui pensent trop à des figures ou trop avec des trucs anciens, qui ont aussi pu critiquer la primaire comme vous. Est-ce que les d'autres streamers comme ça, qui critiquent le fait que la primaire, qui peuvent critiquer la primaire parce que c'est trop mou, parce que ça amènerait à notamment Hollande ou Glucksmann, mais vous décidez d'y aller? Alors, la critique comme quoi la primaire donne forcément une candidature plutôt molle ou plutôt de droite gagnante, je sais pas si je partage cette critique en vrai. Moi, ce que j'ai observé sur le type de primaire qu'on a en France, c'est surtout que le résultat dépend très fortement de l'échantillon qui décide d'aller participer à cette primaire. Et en fait, c'est possible que ça soit dans les deux sens, hein. Je pense que, par exemple, Benoît Hamon est probablement moins à gauche que le programme du NFP, mais en 2017, il a remporté la primaire. Donc en fait, ça dépend juste de l'ensemble de gens qui décident d'aller participer, hein. On a vu que voilà, Taubira a gagné alors qu'elle était très très minoritaire dans la population par rapport à des candidatures de gauche beaucoup beaucoup plus populaires qu'elle. Et tout ça, ça dépend juste de l'échantillon qui va voter dedans. Donc moi, je fais une critique que je pense plus juste que juste dire que c'est forcément une candidature molle ou en trahison de la gauche qui l'emporterait. D'ailleurs, si je pensais ça, je me présenterais pas dans cette primaire, puisque je pense pas je pense pas que je suis en train de faire mon but n'est en aucun cas de faire un compromis entre le programme NFP et la droite, c'est d'appliquer le programme NFP, de le revendiquer, de le défendre dans cette primaire. Et donc, je
je pense pouvoir remporter cette primaire. Donc je ne vais pas dire qu'il n'y a que des candidatures de droite ou des traîtres, etc., qui pourraient remporter les primaires. Ce n'est pas le cas. J'ai toutes mes chances de remporter cette primaire. Il suffit qu'en fait, les gens décident d'aller voter pour ma candidature dans la primaire. Pour ce qui est des autres streameuses et streamers, de mes collègues, je suis pas trop sûr de leur position sur le sujet pour le moment. Non, c'était surtout, je disais ça surtout parce que ils vont aussi critiquer des gens comme Hollande, comme Glucksmann, dire qu'ils sont de droite, mais qui n'ont pas la même position sur la primaire, parce qu'il dit que ça, peut-être qu'ils expliquent pas entièrement, mais le premier truc qu'ils laissent sous-entendre, c'est que ça mènerait à une candidature plus molle. Mais du coup, sur la primaire, si vous êtes accepté dans la primaire, parce que là, on dirait que l'après, ils ont pas l'air de vouloir de vous, mais que vous arrivez finalement à être leur candidat à eux, ou un de leurs candidats, ou en dehors de l'après, mais dans la primaire. Euh, est-ce que si vous n'êtes pas celui choisi par la primaire, vous déciderez de vous ranger derrière le gagnant de la primaire, ou comme vous envisagez, si vous gagnez la primaire, derrière le candidat à gauche le mieux placé? Ouais, alors, juste avant de répondre à la question, je vais rebondir sur un truc que vous avez dit sur l'après. Alors, moi, je ne suis pas le candidat de l'après. D'ailleurs, je veux rappeler que j'ai jamais affirmé que j'étais le candidat de l'après, que j'étais désigné par ce parti, qui était mon parti jusqu'à récemment. J'ai bien, d'ailleurs, dans mes annonces de candidature, j'ai bien précisé que j'étais conscient de les prendre de court dans le fait de me présenter à la présidentielle et à la primaire, que j'espérais qu'ils pourraient être représentés par ma candidature, mais j'ai jamais affirmé que c'était acté ou quelque chose comme ça. Donc voilà, j'entends des gens dire que j'aurais essayé de me présenter en disant je suis le candidat de l'après, c'est pas le cas. Et je pense que même là, vu leur réaction, je pense que je pense qu'au final dans la primaire, ce sera pas du tout le cas que je serai le candidat de l'après entre guillemets dans cette primaire. Donc oui, candidature juste voilà. Oui, ça permet de clarifier sur ça. Ouais, exactement. Merci pour cette opportunité. Et pour ce qui est de me ranger derrière la candidature, en fait, moi, je serais prêt à me ranger derrière, si je ne gagne pas la primaire, je serais prêt à me ranger derrière n'importe quelle candidature qui gagne cette primaire, à condition qu'il y ait l'engagement de la part de cette candidature de se désister dans l'élection plus large, dans l'élection présidentielle, dans le premier tour, si jamais ils ne sont pas en tête. Donc il faudrait déjà que, pour que je me range derrière une candidature vainqueur de la primaire qui n'est pas la mienne, il faudrait que cette personne accepte déjà ce principe-là. Puisque sinon, encore une fois, ça risque de plus diviser les voix de la gauche de rupture qu'autre chose, donc ça serait contre-productif. Et si par exemple je reste, comme aujourd'hui, la seule candidature qui accepte ce désistement dans ce cas-là, je me rangerai en effet derrière la candidature en tête à gauche dans l'élection présidentielle, dans le cas où je ne gagnerai pas la primaire, mais bon, on ne va pas partir perdant non plus. Moi, je pense que j'ai toutes mes chances dans cette primaire, donc on est là pour la gagner. Oui, oui, mais c'est plutôt sur le point de si, peut-être parce que vous êtes candidat, du coup c'est pour la gagner, mais si vous la gagnez pas, vous attendez que les autres candidats aient le même engagement de vous, au cas où si un candidat à gauche mieux placé de se retirer, mais si c'est le candidat de la primaire qui est mieux placé, est-ce que dans tous les cas vous le soutiendrez, ou ça dépendra du candidat qui a la primaire et du candidat à gauche qui est à côté? Oui, alors si le candidat... Oh, là, on est quand même sur un empilement de différents si. C'est si je gagne pas la primaire, si une autre candidature l'emporte, et que cette candidature est en effet la candidature en tête à gauche. Alors quand je rappelle juste, parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé sur qu'est-ce que ça veut dire en tête à gauche et tout, pour moi, une façon voilà, assez pratique et assez raisonnable d'observer ça, ce serait par exemple regarder l'ensemble des sondages à environ un mois de l'élection présidentielle. Peut-être voilà, en prenant en compte des biais, parce qu'on sait que des sondages ont historiquement des biais par rapport à certains partis, à certains courants, etc., à certaines sociologies d'électeurs. Donc voilà, en regardant un petit peu de façon intelligente en fait toutes les données qu'on va avoir à ce moment-là, à environ un mois de l'élection, dans ce contexte-là, regarder le rapport de force et tout, juste pour répondre aux gens qui me demandent comment on détermine avant une élection qui serait en tête à gauche, dans la gauche de rupture. Mais donc oui, dans le cas où la candidature qui sort vainqueur de la primaire, qui n'est pas moi, serait en tête dans ces métriques-là,
et serait en effet quelqu'un de gauche de rupture qui souhaite réellement appliquer un programme de rupture dans l'intérêt général, bien sûr que je me rangerai à cette candidature, que j'appellerai à aller derrière cette candidature, oui. Oui, du coup, à condition qu'il y a au moins un semblant de programme avec vous. Heu du coup, logiquement, pour l'instant, le candidat à gauche, qui est le p à la tête, c'est soit, Jean-Luc Mélenchon ou un candidat de la France insoumise. Du coup, logiquement, vous vous sentez, comme on a pu le dire, plus tôt, en accord avec leurs idées. Heu, mais est-ce que vous avez directement, ou plus ou moins indirectement contact avec eux? Alors non, j'ai pas du tout de contact avec la France insoumise. Enfin voilà, à part peut-être sur les réseaux sociaux, peut-être une fois j'ai eu un raid de quelqu'un de la France insoumise, mais bon à part ça, j'ai Oui. pas de contact rapproché du tout. Oui, alors quand vous dites que j'ai des rapprochements programmatiques, encore une fois, moi c'est le programme NFP 2024, donc c'est quand même un programme qui a été signé par pas seulement la France insoumise, mais aussi l'Europe Écologie Les Verts, le Parti socialiste, hein, qui normalement l'avait signé, le Parti communiste français et même d'autres partis et associations et des syndicats qui avaient même participé au moment du NFP 2024. Donc c'est beaucoup plus large, hein, c'est pas quelque chose de partisan forcément ce programme-là. Et après quand vous dites oui dans le rapport de force, ça semble être la candidature de la France insoumise qui est en tête. En effet dans les sondages pour le moment ça semble être ça. Mais bon on sait pas, si j'emporte cette primaire peut-être que finalement la candidature en tête à gauche sera la mienne, on verra. Oui, sur ça et du coup, si vous avez, si vous gagnez la primaire et que vous êtes le candidat de la primaire, mais qu'en plus vous arrivez, à être le candidat de la gauche qui pourra probablement arriver, faudra faire, campagne, face aux autres candidats, de la droite ou de l'extrême droite. Est-ce que vous prévoyez une alliance, être des partis peut-être plus à l'extrême gauche qui se présenteraient pas à la primaire pour, d'autres raisons, évoquées avant ou pas? Alors, je pense que ces questions-là, on y répondra dans un contexte où ça arriverait hypothétiquement. Je ne sais pas si j'ai envie de forcément rentrer dans des scénarios très hypothétiques aujourd'hui. Est-ce que, du coup, plus, généralement sur la gauche, que ça pas que sur la primaire, parce que ça peut arriver autre part, qu'est-ce que vous pensez des attaques que peuvent faire, certains candidats, qui sont à la primaire, mais aussi d'autres personnes qui sont dans leur parti ou proches, face à d'autres candidats? On peut penser, aux attaques d'un peu tous les autres partis du NFP sur, soit la France insoumise, soit des personnes de leur propre parti qui peuvent soutenir leur position, notamment sur, la Palestine. Vous voulez dire des gens qui critiqueraient la position? Bah, qu'est-ce que vous pensez le fait qu'il y a des critiques, permanentes, sur de candidats qui se disent de gauche sur d'autres, candidats de gauche? Je pense que ces Plus choses-là, général ouais, je pense que ces choses-là, c'est vraiment au cas par cas. C'est-à-dire que il y a des critiques. Je veux dire, quand j'entends des personnes du Parti socialiste qualifier certaines personnes de la France insoumise d'antisémites sans apporter aucune preuve d'un quelconque propos antisémite de leur part ou une quelconque proposition politique antisémite, oui, je trouve ça absolument scandaleux. Je trouve que ça divise complètement ce qui est censé être un front uni NFP, mais bon, c'est pas la seule chose que le PS a fait pour diviser cette union, hein. Malheureusement, ça fait très longtemps, presque depuis le jour 1 après la formation du NFP, que les déclarations de membres du PS ont été catastrophiques. Donc oui, ça dépend au cas par cas, hein. Je pense qu'il y a parfois des critiques de membres du NFP envers d'autres membres du NFP qui sont absolument justifiées. Et moi, je viens de critiquer là des positions et des propos de cadres du Parti socialiste, alors que moi-même, je suis un candidat qui me présente sur le projet NFP, qui suis un membre de l'APRE, pardon, ex-membre de l'APRE, je me trompe encore là-dessus. C'est très nouveau tout ça. Mais oui, donc ça dépend vraiment de quelle critique on parle. Mais du coup, comme, vous avez notamment je rebondis sur, peut-être, l'erreur que vous avez fait au langage. Heu, pour l'instant, vous voulez, rester, pas rejoindre un nouveau parti pour, notamment pour, être cordial et notamment sur peut-être la procédure, de contestation pour rester en bons termes, le temps de la contestation avec l'après. Oui, alors moi, en fait, je peux peut-être réexpliquer ma logique d'avoir adhéré à l'après dans un premier temps. Ça permettra de mieux comprendre la suite également pour moi.
Moi, tout simplement, l'Après a proposé que se fonde un nouveau parti qui serait fondé sur une démocratie interne, une réelle démocratie interne en son sein, donc c'est-à-dire laisser la possibilité à des courants différents de débattre, d'échanger. Et j'ai vu aussi que c'était sur un programme de rupture, le programme du NFP, qui est vraiment le programme que je soutiens, et je pense que c'est un très bon programme à porter aujourd'hui en 2025. Donc beaucoup de cases étaient cochées pour moi au sein de l'Après, ce qui a motivé mon adhésion initiale. J'ai par contre eu un désaccord majeur avec des cadres de l'Après, qui a été bien sûr la proposition de primaire dans la forme qui semble être celle proposée. Encore une fois, c'est un peu compliqué pour les gens de suivre parce que des gens au sein de l'Après proposent des primaires. Oui, on a pu le voir. Ouais, parfois ils parlent d'un processus large qui serait pas forcément une primaire, mais du coup, ils n'ont jamais parlé d'un autre processus large qu'une primaire. Et il y a aussi plein de gens qui ont évoqué une primaire. Mon ancienne camarade Raquel Garrido a affirmé sur Twitter que si on était contre une primaire, on n'avait rien à faire à l'après. Donc voilà, pour elle, ça semble être forcément une primaire. Mais moi, je voulais intégrer ce parti pour expliquer en fait ce que je défends moi vis-à-vis des primaires, c'est-à-dire soit ne pas organiser de primaire, soit organiser un processus large qui respecte les 4 critères nécessaires pour qu'il soit réellement utile en fait. C'est-à-dire il faut que tous les électeurs de la base du NFP participent et seulement eux. Il ne faut pas qu'il y ait des personnes de droite qui puissent participer. Il ne faut pas que ça soit ouvert à des gens de droite dans l'électorat. Et il faut aussi que du coup toutes les personnes participent, sinon l'échantillon est biaisé. Et il y a aussi d'autres critères que j'ai détaillés dans une vidéo que j'ai faite il y a quelques mois sur ma chaîne YouTube. Si jamais vous voulez des détails là-dessus, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Je pense que le titre, c'est « Faut-il une primaire pour faire gagner la gauche ?» quelque chose comme ça. Donc voilà, moi, ma logique de l'adhésion à l'Après, c'était proposer une alternative à la forme de primaire, qui est par exemple la forme primaire populaire 2022, et expliquer un petit peu ma position là-dessus. Et je comptais sur le fait qu'il y avait une réelle démocratie interne pour pouvoir convaincre au sein de l'Après, et convaincre mes camarades qui sont sur le fond entièrement d'accord avec moi sur le fait qu'il faut porter le projet NFP et appliquer ce programme-là, mais qui sur la méthode pour y arriver, la stratégie politique, ont un énorme désaccord avec moi. Donc je trouvais utile de rentrer là-dedans pour essayer de convaincre les gens qu'au niveau stratégie, il ne faut surtout pas refaire les erreurs qui ont été faites en 2022 avec la primaire populaire. On dirait que du coup, ça n'a pas fonctionné, puisque je pense être une des personnes qui en interne remettait un petit peu en cause ce qu'ils comptaient faire. Et j'ai été visiblement purgé avec des raisons pas du tout valables d'ailleurs. Mais donc voilà, mon projet pour l'instant, c'est de contester cette purge et d'essayer de continuer. Hein. C'est une lutte permanente, c'est un éternel recommencement. Mais voilà, au sein du NFP, il faut convaincre, il faut échanger, il faut se parler. Et je compte sur la bonne volonté et l'intelligence de mes camarades sur le long terme pour les convaincre là-dessus. Oui, du coup, on a pu le voir, vous comptez gagner la primaire et vous pensez la gagner. Ça peut faire penser notamment à Zoran Mamdani qui a pu, avec un système de primaire différent aux États-Unis, mais qui a pu, en mobilisant sur une base populaire dans les primaires du Parti démocrate et aussi, comme vous semblez l'être, être un candidat légèrement quand même plus à gauche que la moyenne des candidats à la primaire. Mais du coup, ce qui s'est passé il y a quelques mois lorsqu'il a remporté la primaire et aujourd'hui qui doit être le jour d'élection à mairie de New York, alors peut-être dans une moindre mesure parce que il y avait une organisation derrière lui, démocratique socialiste d'Amérique. Mais du coup, sur ça, est-ce que vous avez aussi peut-être des techniques comme lui pour mobiliser cette base qui pourrait faire gagner la primaire et peut-être aussi gagner une élection derrière? Alors, on croise les doigts, hein, les résultats de l'élection, c'est normalement demain matin, hein, heure française, donc on croise les doigts pour Zoran Mamdani. Alors c'est vrai ces derniers jours, on m'a qualifié de potentiellement le Mamdani français. Alors bon, je pense que les gens vont un peu trop loin avec ça pour l'instant. Je ne sais pas si j'approche son niveau de talent politique et tout, mais en tout cas, il y a plusieurs choses intéressantes qu'on peut observer avec ce qui s'est passé dans cette élection à New York. Déjà, c'est que, en effet, comme vous le dites, Zoran Mamdani a gagné la primaire. Un truc très intéressant à observer, parce que je vois plein de gens défendre du coup une forme de primaire, je pense mauvaise, en utilisant l'argument « Regardez, Zoran Mamdani a gagné et maintenant il est en bonne position ».
pour l'emporter. En fait, il faut quand même se rappeler que Andrew Cuomo, son opposant, s'est maintenu dans l'élection générale. Ça veut dire qu'il s'est engagé dans la primaire du Parti démocrate à se désister derrière le vainqueur. Et voilà, c'est censé être ça le but de la primaire démocrate. Andrew Cuomo a complètement brisé le concept même de la primaire démocrate et s'est représenté derrière en indépendant. Et même là, sur les dernières semaines de campagne, il axe toute sa campagne en essayant de dire que lui est le vrai candidat démocrate et que Mamdani serait un faux démocrate, serait un... Enfin bon, je passe même sur toutes les attaques racistes que Cuomo a fait envers Zoran Mamdani, islamophobe, réactionnaire, etc. Bref, c'est une catastrophe. Hein. Donc, pour rappel, pour les gens qui disent la primaire, c'est la primaire organisée de la façon dont ils veulent l'organiser serait une bonne idée, regardez Zoran Mamdani, désolé, mais c'est plutôt un exemple de ce que je dis moi, qui est, si vous n'avez pas un mécanisme pour empêcher les gens de se représenter derrière en parallèle sans respecter les règles de la primaire, ça montre aussi une forme d'inutilité dans cette primaire. Alors, pardon, j'ai oublié la deuxième moitié de la question. Je vais continuer, ce sera plus ça, parce que du coup, en continuant sur la campagne et la candidature de Zoran Mamdani, on peut voir que du côté français, c'est soit plutôt des gens qui sont anti-primaire, pas vraiment gauche, plus vers le centre droit, ou une de vos ex-collègues, Raquel Garrido, qui défend Zoran Mamdani, alors que potentiellement, s'il serait retranscrit en France, ça serait un candidat quand même bien plus à gauche. Que pensez-vous de ça? Ah oui, en parlant du fait que, par exemple, je pense, vous faites référence à la couverture de Libération, Oui, peut-être, qui a dit... je parle du fait que beaucoup de gens qui se réjouissent que Mamdani arrive à gagner, qu'on a pu voir l'expression antidote à Trump, machin. Bon, évidemment, il y a des gens, notamment chez Frontier, qui sont tout le contraire avec les frères, mais il y a une autre partie de la gauche, Libération, mais Ouais. aussi dans notamment Raquel Garrido, qui est une de vos anciennes collègues à l'après, qui l'encense, mais sans forcément prendre son programme avec. Oui, oui, oui. Alors, pour ce qui est de mon ancienne camarade Raquel Garrido, j'ai pas vu sa réaction à ça pour le moment, donc je vais pas commenter ça. Par contre, j'ai vu en effet la couverture de Libération, où dans ce contexte-là, Libération semble adorer la gauche de rupture. Donc je rappelle que Zoran Mamdani il propose carrément un réseau de supermarchés publics à New York. Il propose de geler les loyers, il propose un tas de mesures pour les petites entreprises. Et en fait, quand on regarde dans le détail, oui, en effet, le positionnement politique correspondant en France, ça serait la France insoumise, hein, qui est l'aile gauche du nouveau Front populaire. Donc c'est un petit peu drôle de voir que, par exemple, Libération, qui a tendance à pas mal attaquer la gauche de rupture en France, adore la candidature de Zoran Mamdani quand c'est dans un autre pays. Mais je suis sûr aussi qu'il y a des médias avec un peu le même positionnement politique, pseudo-progressiste, entre guillemets libéral, que Libération aux États-Unis, qui serait très très enthousiaste sur la France insoumise en France, mais qui attaquerait Mamdani aux États-Unis. Enfin oui, c'est un peu un fonctionnement de certaines sphères médiatiques, certains journalistes ou certaines personnes qui se disent journalistes sans vraiment l'être, peut être un petit peu hypocrite sur le plan politique. Oui, 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 parce qu'on a pu voir ça. Mais du coup, là, on va revenir sur la France et sur l'organisation de campagne. Vous avez dit que vous prévoyez des actions, mais est-ce qu'il y a déjà des genres de groupes qui sont structurés à différents niveaux, régional, départemental ou local? Alors pour l'instant, on a en effet des groupes structurés. Ça reste pas du tout à l'échelle nationale dans plusieurs territoires. Ça reste assez localisé à ma localité à moi et le cercle en région parisienne. Mais bien sûr, on compte dans les semaines qui viennent constituer plusieurs groupes et un réseau à travers le pays. Bien sûr, hein, le but c'est d'être partout, tout le temps, d'occuper le terrain et de l'emporter dans cette primaire large, la plus large possible. Oui. Parce que du coup, candidat, c'est quand même pour appliquer quelque chose, mais vous, vos priorités, ça serait quoi pour le pays? Je pense que ce que les Français attendent aujourd'hui, c'est surtout des avancées majeures sur la pauvreté, la lutte contre la pauvreté.
On a vu que dans les batailles de ces dernières années, il y a la réforme des retraites qui a été un désastre absolu. Donc une des priorités, ce serait l'abroger. Dans le programme NFP, l'objectif, c'est d'aller vers la retraite à 60 ans, ce qui est censé être la norme, hein. Je rappelle quand même qu'il y a quelques décennies, c'était normal, la retraite à 60 ans, on l'avait obtenue. Elle a été appliquée suite au fait que Mitterrand est arrivé au pouvoir et l'a mis en place. Et pendant plusieurs décennies, ça a été le cas, jusqu'à des reculs récents qui ont été le propre de la droite au pouvoir. Je pense que bien sûr l'augmentation du SMIC, ça doit être fait jour 1, ça c'est très très important. Dans le programme NFP, c'est le SMIC à 1 600 €. Je pense qu'il faudrait même le revoir à la hausse pour l'ajuster par rapport à l'inflation qu'il y a eu depuis juin 2024. Et je pense que la politique de logement, la construction de centaines de milliers de nouveaux logements en France, pour mieux réguler le marché, augmenter le nombre de logements sociaux qui sont beaucoup moins chers pour les gens. Et bien sûr, il faut répartir mieux les richesses, ça veut dire instaurer un impôt sur le patrimoine, un ISF. Il faut augmenter l'impôt sur le revenu des tranches supérieures, le rendre plus progressif. Et voilà, je pourrais entrer dans plein de détails sur un tas de mesures. La transition écologique, bien sûr, il faut investir 100 milliards très rapidement dans une construction massive d'énergie renouvelable sur le territoire. Mais ouais, vraiment le programme NFP dans son ensemble, quoi. Et bah, sur, le programme et notamment ça peut rebondir, sur l'écologie, investir dedans. Heu, est-ce que parce qu'aujourd'hui, se déroulait, un meeting en soutien aux salariés d'ArcelorMittal à Dunkerque, pour l'instant, on a pu voir, Heu plusieurs, députés LFI y aller, d'autres, Marine Tondelier qui a pu venir, au 1er mai, les soutenir à Dunkerque. Heu, est-ce que, comme c'est, un truc, très c'est en toujours en ils sont toujours en lutte actuellement, est-ce que vous comptez, aller les voir, sur place? Alors, bonne question. On n'a pas encore prévu cette visite spécifique au cours de la campagne. Mais voilà, si c'est encore d'actualité dans quelques semaines et tout, c'est absolument possible qu'on aille soutenir les salariés d'ArcelorMittal. De toute façon, la désindustrialisation en France est un scandale, hein. C'est un problème qu'on a depuis des décennies. Ça remonte très très loin. Une des causes majeures de ça, c'est bien sûr les traités européens, hein. Les traités de l'Union européenne qui ont institué des règles complètement néolibérales qui autorisent le flux de capitaux sans aucune restriction, ce qui permet de délocaliser les emplois, notamment les emplois industriels qui étaient présents sur le territoire français dans d'autres pays. C'est une catastrophe. Dans le programme NFP, nous avons acté en juin 2024 qu'on allait s'opposer à des directives européennes, même aux traités européens eux-mêmes. Et je suis favorable à une renégociation de ces traités-là. Et même par exemple, dans des secteurs stratégiques industriels français, à des nationalisations, conformément à ce qui est dans le programme NFP. Il faudrait aller revoir en détail, mais oui, on verra si on ira sur le terrain pour ArcelorMittal spécifiquement, mais ce serait une très bonne chose et je soutiens bien sûr leur protestation aujourd'hui. Oui, bah, du coup, sûrement vous comptez, nationaliser pour, aussi, fournir, les fours, qui permettront aussi sur la région, c'est aussi une problématique, sur, la pollution, de cette région. Et en plus, mais du coup, sur la région, il y a aussi un autre, grand sujet et qui peut être national, sur, l'énergie. Notamment sur le nucléaire, quelle est votre position dessus? Alors, sur le nucléaire spécifiquement, je vais me contenter de défendre voilà, le projet NFP 2024. Donc, on avait écrit dedans qu'il fallait revenir sur la fusion entre l'ASN et l'IRSN, ce qui a été une occasion de supprimer des emplois dans le contrôle de l'énergie nucléaire en France. C'est un sujet très complexe, le nucléaire, parce que il y a des grosses contraintes qui pèsent sur le renouveau des centrales et notamment sur l'approvisionnement si on veut construire des nouvelles centrales. Globalement, je sais que dans tous les cas, là si je veux rentrer vraiment dans les détails là-dessus, il faut aller voir les rapports, les rapports officiels qui ont été faits sur les scénarios en 2050 sur le respect des accords de Paris pour la France. Sur ces scénarios-là, en fait, il y en a 6 qui ont été présentés. Dans tous les scénarios, il est nécessaire de faire un investissement massif dans les ENR, les énergies renouvelables, c'est-à-dire l'éolien, le photovoltaïque, le stockage de ces énergies-là pour pallier à l'intermittence, l'hydroélectrique un petit peu, etc.
les hydroliennes, les choses comme ça, les éoliennes en mer. Donc dans tous les cas, il faut faire ça. Pour ce qui est du nucléaire, voilà, je pense que c'est surtout un investissement dans les énergies renouvelables qu'il faut aujourd'hui. Ça ne sera pas possible de renouveler le parc nucléaire entièrement. On sait que la plupart des centrales françaises arrivent en fin de vie et sont renouvelées, même on ne sait pas trop si c'est une bonne chose qu'elles soient renouvelées aussi tard dans leur fonctionnement. Hein, beaucoup ont été construits dans les années 60, 70. Donc c'est un sujet complexe, mais en tout cas, la priorité doit être mise sur l'investissement dans les nouvelles technologies renouvelables avant tout, quoi. Et du coup, toujours sur le sujet d'énergie, par exemple, des mesures qui pourraient être plus prioritaires et notamment peut-être plus consensuelles dans votre camp politique, sur la sortie du marché européen de l'électricité et aussi la vente à presque au coût de production, voire déjà moins, notamment à des opérateurs privés qui font que acheter l'électricité à bas prix à EDF pour la revendre beaucoup plus cher aux Français derrière. Oui, alors oui, ça c'est un scandale. Hein. Le marché européen d'électricité, c'est une énorme blague. Ça veut dire que ces règles-là assurent un prix beaucoup trop élevé par rapport à ce que ça devrait être. Donc oui, bien sûr, il faut sortir du marché européen d'électricité. Et moi, je suis carrément pour que tout ça soit géré par le public entièrement, hein, comme c'était le cas il y a quelques décennies en France, pour éviter voilà, des super profits, des surprofits faits par des entreprises privées de l'énergie. L'énergie, ça devrait être un bien public. C'est quelque chose qui a été construit par le secteur public en France. Hein, je veux dire, historiquement, tout ça a été géré par le public, investi par le public pour la construction du réseau, des moyens de production électrique, etc. Donc oui, je m'oppose aux privatisations et je suis pour la renationalisation des fournisseurs d'électricité, du réseau, etc. Notamment, je t'interrogeais sur une question plus ou moins d'actualité, parce que ça fait 2 semaines que ça a été déposé à l'Assemblée nationale. Ouais. Mais que pensez-vous de la proposition déposée par la France Insoumise d'enlever la mention de sexe sur la carte d'identité? Alors je pense que c'est une bonne chose. J'ai pas encore entendu d'argument pertinent pour défendre le fait qu'il faut préciser la mention sexe sur la carte d'identité. Donc oui, je suis favorable. Oui, parce que on a pu voir dans vos contenus que vous, dans l'idéal, vous êtes plutôt pour ce que vous appellerez peut-être une abolition du genre. Alors, je vois que vous avez fait vos recherches. Moi, je n'utilise pas le terme abolition du genre. Donc là, on rentre plus sur politiquement, qu'est-ce qu'il faut revendiquer sur le plan de la lutte contre le patriarcat, contre les normes de genre, etc. Moi, je dirais pas je n'appellerais pas ça forcément abolition du genre, parce que je pense que quand les gens utilisent cette expression, ça peut donner l'impression que ça pourrait être aboli par une loi, comme on a aboli la peine de mort, aboli l'esclavage, abolir les normes de genre. Voilà, on dirait que c'est un truc qui pourrait être fait d'en haut en passant une loi et tout, alors qu'absolument pas. Le concept, c'est de lutter contre les normes de genre. Donc les normes de genre, c'est des normes qui sont inculquées dès la naissance, qui vont être le fait que les enfants, s'ils sont considérés hommes, on les fait jouer avec certains jouets, on va les traiter d'une certaine manière, on va les éduquer, on va valoriser certains comportements, et si c'est des enfants qui vont être éduqués dans la norme féminine, ça va être des choses opposées. Tout ça a un rôle très important dans la construction du patriarcat dans lequel on est aujourd'hui, hein. Et ça va amener énormément de souffrance pour tous les individus. Bien sûr, les dominés souffrent beaucoup plus que les dominants dans cette situation. Donc voilà, toutes les personnes considérées femmes, considérées autre chose que hommes, en fait, vont subir beaucoup plus les conséquences de toutes ces constructions-là. Et donc, je suis pour qu'on lutte contre les normes de genre au maximum et qu'elles disparaissent au fur et à mesure qu'on les remet en question. Vous serez donc pour une proposition du style changement de l'état civil en mairie qui, de fait, s'y faciliterait, même si c'est pas exactement pareil que l'abolition, faciliterait le changement de genre et du coup rendrait de fait un peu plus obsolète le fait d'avoir besoin d'un genre en société si on peut le changer facilement. Oui, oui, absolument, absolument. Je pense que déjà, on voit que sur la carte d'identité, il y a écrit sexe, alors que du coup, ça engendre une sorte de confusion entre sexe et genre qui est encore malheureusement assez présente dans les esprits des gens.
beaucoup de personnes ne voient pas trop la différence entre, entre ces deux concepts. Le sexe, c'est quelque chose de biologique et le genre, c'est une construction sociale et c'est quelque chose auquel on peut s'identifier ou non à tel genre ou à tel genre, donc ça peut varier, etc. Donc déjà, le fait que ça appelé sexe sur la carte d'identité est très bizarre parce que déjà aujourd'hui, il y a une procédure en place où tu peux changer le M ou le F sur ta carte d'identité, même si c'est beaucoup trop compliqué. Et moi, je suis pour que à l'état civil, on puisse, oui, bien sûr, changer son genre de façon purement déclarative. Ça devrait même pas être une question. Enfin, à quel moment l'État a besoin de connaître votre genre pour quoi que ce soit, en fait? Votre médecin a besoin de connaître votre sexe, a besoin de connaître votre biologie pour certains traitements, pour certaines raisons médicales, évidemment. Par contre, est-ce que l'État doit connaître ton genre? En tout cas, il y a peut-être des arguments qui existent. Je ne les ai pas entendus bien détaillés à ce jour. Donc, pour l'instant, non, ouais, je suis pour que ça soit juste déclaratif. Mais est-ce que du coup, vous sur le genre, c'est plutôt dans le sens que vous voulez pas afficher sur des documents publics qui pourraient être présentés à des autorités administratives, peut-être que la police ou à des entreprises privées, mais que l'État garderait quelque part un fichier, notamment pour ce qui pourrait être une barrière aux lois sur la parité? Ou est-ce que vous voulez que même l'État, dans des fichiers qui seraient consultés, qui pourraient être consultés que par quelques personnes, ne puisse plus avoir de tels fichiers? Alors, sur la loi sur la parité, est-ce que vous pouvez me rappeler de quelle loi sur la parité on parle exactement? C'est au niveau de la Je... politique, non? Au niveau des listes Oui, c'est électorales, ça, au peut-être? niveau des... Bah, c'est en même temps la même loi qui fait que les scrutins de liste doivent être Oui. alternés, mais que il y a, dans la même loi, il y a aussi sur la présence de femmes en conseil d'administration. Mais du coup, est-ce que on supprimerait la mention sur certains documents plus ou moins larges, le choix de documents, ou est-ce qu'on la supprimerait de tout fichier que peut détenir l'État? Alors, j'avoue que vous me posez un peu une colle. Je ne connais pas vraiment les détails de comment ça marche, les fichiers d'État, autres que la carte d'identité sur cet aspect-là. Bah, Euh, dans ouais, l'idée, ça serait que peut-être que l'État, c'est toujours peut-être il y a un fichier où il y a toujours la mention sur la carte en version numérique, il y a toujours la mention, mais c'est juste que c'est que quelques personnes habilitées qui pourront la voir, mais sur le document que tout le monde a, il n'y a plus de mention affichée. Ce qui est-ce que pourrait ça régler pourrait... quelques problèmes Ouais. d'interaction. Est-ce qu'on pourrait pas, évidemment, garder la loi sur la parité, sur les listes, etc. Mais voilà, si jamais cette loi semble pas respectée, on pourrait dénoncer ce parti qui respecterait pas cette loi et ensuite regarder le genre déclaré des personnes sur la liste pour évaluer s'ils ont respecté la règle ou pas. Je sais pas s'il y a vraiment Oui, besoin de c'est conserver une donnée du côté de l'État pour appliquer cette loi, quoi, parce que des lois peuvent être, enfin par défaut, on considère que les gens les appliquent et si jamais il y a un doute sur si elle est appliquée ou non, bah il suffit d'attaquer en justice, quoi, non? Oui, c'est plutôt ça parce que c'est toujours dans parce que supprimer, si on supprimerait que sur certains documents, ça changerait pas fondamentalement. Mais si on supprime, un fichier, tel qui peut être, qui a pu notamment, dans les États modernes, sur la guerre, bon, c'est plus le truc, sur certains droits qu'avaient pas les femmes. Mais du coup, là, on considère actuellement, la société actuelle qu'il faut un peu en quelque sorte, encourager, les femmes à, participer à la vie politique, dans les conseils d'administration des entreprises. Mais, du coup, j'ai apporté cette question parce que, ça peut être intéressant de connaître votre position sur le sujet, mais Ouais, aussi, bien sûr. comprendre que, on peut, comme vous l'avez dit, on pourrait d'abord faire confiance aux gens, dans l'application de la loi, en termes plus général aussi. Oui, oui, moi, en fait, fondamentalement, pourquoi je suis pas pour que l'État, sauf s'il y a une raison démontrable que c'est nécessaire, mais je suis pas pour que l'État ait cette donnée, parce qu'en fait, j'ai l'impression que la seule raison pour laquelle l'État l'aurait, c'est si l'État prévoit de traiter différemment, en fait, les gens de tel genre et de tel autre genre. Donc, vu que je suis fondamentalement opposé au concept de traiter différemment les gens en fonction de leur genre, à mon avis, c'est pas nécessaire, quoi.
Bah, oui. Bah, on peut voir du coup, de votre réponse que vous êtes en quelque sorte ce qu'on pourrait dire un universaliste, mais, un peu, conséquent, qui respecte, plutôt le principe. Heu du coup, on va lier ça, c'est que, on peut voir, il y a un moment sur les médias, notamment le renouvellement de C8 qui a été annulé, mais du coup, là, on peut voir, aussi d'autres formes de l'extrême droite qui va sur les médias ou sur le terrain, culturel. Certains, dans certains médias plutôt qui se prétendent, universalistes laïques, mais d'autres aussi qui veulent, une identité, chrétienne de la France. Et du coup, question, vaste et large qui pourrait être fait après, mais, vous, c'est quoi en quelque s est-ce que vous considérez que la France est un concept pertinent? Si oui, qu'est-ce que vous y mettez dedans? Ok, grosse question. Alors oui, vous avez dit que je suis un universaliste. Alors, je pense que oui, je pense que ça dépend de quelle définition on prend pour universaliste. Là, c'est un peu un débat sur les étiquettes et tout. Moi, je vais pas, enfin, c'est pas super intéressant pour moi de parler purement des étiquettes comme ça, mais je pense que selon certaines définitions, oui, je serais considéré universaliste. Pour ce qui est de l'extrême droite qui utilise le terme et le concept d'universalisme pour faire avancer son agenda raciste, homophobe, sexiste, misogyne, etc., et autoritaire, je pense qu'il n'y a aucun moyen d'affirmer qu'ils sont universalistes, c'est tout le contraire. L'extrême droite n'a jamais été universaliste, le Rassemblement national défend tout le contraire de ça, et toutes les autres partis d'extrême droite et même de droite sont littéralement contre toute forme toute définition qu'on pourrait donner à l'universalisme. Donc oui, bien sûr, quand ils disent, c'est exactement la même chose pour la laïcité. Hein. En fait, en général, il ne faut jamais accepter les étiquettes que les gens se mettent eux-mêmes. Il ne faut jamais les prendre à la lettre. Hein. C'est pas comme si on sortait pas d'un XXe siècle où le régime le plus autoritaire et génocidaire en Europe, c'est à utiliser l'étiquette socialiste. Hein. Les national-socialistes, les nazis, ils ont utilisé une étiquette de façon malhonnête pour gagner des élections et faire croire à une partie des travailleurs allemands qu'ils étaient en faveur de leurs intérêts. Donc là, on est exactement sur les mêmes stratégies de malhonnêtement adopter des étiquettes qui sont perçues positivement par un tas de gens, comme l'universalisme, comme la laïcité, etc., mais pour faire tout le contraire de ces concepts-là. Donc non, évidemment, c'est des menteurs sur ce terrain-là. Pardon, c'était quoi la fin de la question? C'est une question longue. Bah, sur, une question un peu large, mais, est-ce que vous considérez Ah oui, pertinent est-ce que le qu'il y concept ait, de la France est pertinent? concept de la France et si oui, peut-être un truc à définir? Alors moi j'ai toujours considéré que sur Terre, on est tous des humains. Sur le long terme, la construction des États-nations et des frontières entre les États tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'est pas forcément quelque chose qu'on doit tenter de conserver sur le long terme à tout prix. C'est assez arbitraire en vrai. Mais bon, après, les solutions à ça sont les créations d'États et de structures légales et de droits et de démocratie à des échelles supérieures à des États. Et voilà, je pense que c'est des projets très long terme, pas forcément utile de rentrer en détail de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, bien sûr, on est dans le cadre où les États existent, où on est dans la France en 2025. Et donc, pour le moment, oui, la France est absolument un concept pertinent. Il faut mettre au pouvoir la gauche de rupture le plus rapidement possible en France dans le cadre de la Ve République pour qu'on puisse faire des pas en avant dans toutes les luttes progressistes qu'on porte. Le faire déjà à l'état des pays. Quoi. Il faudrait le faire dans chaque pays de l'Union européenne, dans chaque pays du monde, et peut-être dans un futur, après qu'on aura franchi un tas d'étapes de progression sociale, de progression économique, de réduction des inégalités, d'augmentation du niveau de conscience politique mondiale, etc. On pourrait parler de dépasser les constructions d'États qu'on a aujourd'hui. Mais bon, je pense que c'est très très long terme encore. Hein. Oui. Bon, pour revenir sur une question qui sera peut-être, long terme, mais beaucoup moins que ça, Ouais. sur l'organisation, intérieure, de l'État en France, est-ce que, vous vous portez un projet pour, répartir d'une autre façon, les compétences de l'État avec les régions, les départements, les communes et tout ce qui peut être, entre ça? Est-ce que vous avez un projet de décentralisation ou peut-être, recentraliser, des compétences vers l'État?
Alors, je pense qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites dans les décentralisations successives par la droite au pouvoir. Après, je pense que ça dépend de plein de facteurs. Et j'avoue qu'il faudrait se référer au programme NFP sur la question. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui est dans le programme NFP sur ce plan-là. Donc, moi, personnellement, je suis favorable à la construction d'une 6e République par une assemblée constituante. Dans cette optique-là, je pense que les choses décidées au niveau de la distribution des pouvoirs entre les différentes échelles seront discutées démocratiquement dans cette assemblée constituante à ce moment-là. Donc je préfère pas forcément rentrer dans ces débats qui sont un peu complexes et pas forcément très compréhensibles pour les gens pour le moment. Je pense qu'il faut attendre qu'on obtienne la 6e République. Venez déjà, on fait gagner une gauche de rupture en France, on obtient la possibilité de réécrire la Constitution. Le peuple peut se rassembler et le faire par cette assemblée constituante. Et je pense que les débats sur ces sujets-là de répartition départements, régions, nationales, etc. auront lieu dans ce cadre-là et on pourra plus développer à ce moment-là. Oui, bah, du coup, vous avez un peu enjambé sur la question de la 6e République que je voulais poser après. Du coup, ce qui pourrait être, ce que pourrait être sous-entendu aussi avec en lien que vous vous positionnez plutôt à gauche, c'est que vous, vous constatez, vous déplorez un peu que la décentralisation a pu, permettre à l'État de se décharger de compétences, donner aux autres collectivités, mais sans donner, les moyens derrière. Oui, ça peut être le cas, oui, bien sûr. Ouais, on a vu que ça a C'est été le c'est cas sur certains budgets. C'est Ouais. p c'est plutôt une critique, sur, la situation actuelle que sur, le principe en soi. En fait, moi, sur le concept de décentralisation, ce que je trouve problématique, ça serait d'obtenir une situation où, en fonction de où on est né sur le territoire français, on n'a pas Mmh. accès au même niveau de service public, au même niveau de développement urbain, au même niveau de... voilà, un tas de facteurs qui dépendent de l'échelle locale. Je sais qu'il y a des pays, par exemple, qui sont beaucoup plus décentralisés, comme les États-Unis d'Amérique, où le financement de leurs écoles publiques est complètement dépendant d'impôts locaux. Ça veut dire que dans les endroits où les gens sont beaucoup plus riches, dans les beaux quartiers, etc., leurs écoles publiques sont ultra bien financées. Ces écoles publiques, donc on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une égalité de tous les citoyens vis-à-vis de ce qui est un service public. Mais en fait, pas du tout, parce que c'est complètement dépendant. Donc, vous avez des beaux quartiers où les écoles sont ultra bien financées. Il y a 3 terrains de sport, il y a des piscines excellentes, etc. Et d'autres endroits où, dans des quartiers pauvres, en fait, les écoles publiques sont complètement délabrées. En France, c'est le cas aussi. Il y a des grosses inégalités sur le niveau de qualité proposé dans les établissements scolaires. Et donc, voilà, c'est des sujets comme ça où j'ai peur, en fait. Je veux aller voir les petites lignes quand les gens parlent de décentralisation. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que ça va faire que plein de choses vont dépendre d'impôts locaux et non plus de financement à l'échelle nationale et donc constituer une rupture d'égalité des citoyens? Et ça, c'est un énorme problème, quoi. Oui, c'est une question qui pourrait être liée, aussi au fait plus globalement, que vous pouvez dire que le capitalisme, le système dans lequel nous vivons, promeut une liberté qui pourrait être, du coup la même, donnée aux régions, aux départements, aux communes. Mais juste, à dire formellement, d d donner ou pas et en plus donner une charge en plus à assumer aux gens alors que, avant vous pouvez avoir un système avec, un État qui s'occupe, en soi des missions et qui s'occupe en plus de les répartir équitablement. Pour ce qui est des services publics, en effet, il faut que l'État s'occupe de répartir ça correctement. Moi, je suis pour qu'on dépasse complètement le capitalisme. Sur ce plan-là, je sais que là, ça va sortir un petit peu du cadre du NFP, hein, mais sur le long terme, là, on sort du cadre de la primaire et de la présidentielle 2027. Hein. Sur le long terme, il faut que, par exemple, l'accès à tous les besoins vitaux soit garanti. Aujourd'hui, en France, on considère que l'hôpital public gratuit, c'est une norme. En tout cas, c'était gratuit jusqu'à récemment avec les réformes Macron. Ils ont rendu carrément payant le fait d'aller aux urgences. C'est un scandale absolu. Normalement, c'est un accès gratuit aux soins qu'on a établi. Et les gens trouvent ça normal pour ce qui est de se soigner, parce que c'est un besoin vital, ok? On marche dans la rue, on se casse une jambe, bah, il faut qu'on ait accès à un soin. Il ne faut pas que ça nous coûte 20 000 euros parce qu'on a besoin d'une opération par un professionnel, etc., par une équipe. Et qu'on n'a pas mis en place un moyen de le financer publiquement et donc d'assurer une gratuité au point de service. Il faut faire la même chose pour tous les autres besoins vitaux. Pourquoi le faire que quand il s'agit de soigner les gens
de l'assurance maladie. Il faut le faire pour ce qui est de la nourriture. On doit avoir un réseau de cantines publiques gratuites sur tout le territoire. Il faut qu'à n'importe quel moment, les gens qui ont faim aient un accès à ce qui est un besoin vital, se nourrir. Et de la même façon pour l'eau, de la même façon pour les logements, il faut qu'il y ait un service public du logement qui propose un accès à un logement public gratuit, sur demande. C'est très ambitieux, je le reconnais. Là, on sort de ce que je propose dans la primaire ou dans l'élection présidentielle, sur un programme de 5 ans. Mais ça, c'est des choses qu'il faudra appliquer quand on sera passé à une 6e République et que le peuple aura repris un peu plus de pouvoir sur ses institutions, sur ses médias, sur un tas de choses comme ça, où on pourra décaler la fenêtre d'Overton vers la gauche et commencer à proposer des choses un peu plus ambitieuses et qui remettent en cause un peu plus profondément le système capitaliste économique. Aussi en termes... Ah oui, pardon, allez-y. Ouais. Oui, parce que on pourrait prendre un exemple que je sais plus si c'était dans le programme du NFP, mais qui était dans le programme notamment, je pense, de la France Insoumise et peut-être du Parti communiste, mais sur des maisons de soins ou des trucs comme ça à 30 minutes de tout le monde pour permettre, même en zone rurale, de garantir l'égalité aux soins et aussi dans les banlieues des grandes villes où le problème, c'est pas qu'il n'y ait pas de médecins, c'est que là, il n'y en ait pas assez. Ouais, oui, absolument. De toute façon, le problème central au niveau du manque de médecins, des déserts médicaux, etc., c'est un problème de budget. Je veux dire, les gens au pouvoir depuis 40 ans ont baissé successivement les budgets. Bien sûr, c'est les budgets rapportés aux habitants, parce que je sais que les macronistes adorent répéter qu'ils augmentent les budgets dans l'absolu. Mais enfin oui, si les budgets augmentent moins rapidement que les besoins du pays, c'est en fait une baisse par rapport aux besoins. Donc tout ça a été en fait détruit par les macronistes, par avant lui Hollande qui a aussi mené une politique austéritaire sur les services publics, notamment l'hôpital, Sarkozy, etc. Donc ça fait très très longtemps que c'est en marche. Et bien sûr qu'il faut, il faut revenir sur tout ça et financer correctement le service public hospitalier, médical, etc. Et ouais, notamment par la création des centres, comme vous dites. Je voulais juste ajouter quelque chose par rapport au dépassement du capitalisme dont je parlais juste avant. Un problème central aujourd'hui, c'est le fait qu'on doit travailler quand on n'est pas né dans une situation de privilège économique énorme. On doit aller travailler dans les entreprises privées qui sont des structures en fait autoritaires. On doit obéir aux actionnaires et aux patrons de l'entreprise sous risque d'être puni, sous risque d'être viré. Donc on a très peu de contrôle en fait sur son propre travail, sur les modalités, les conditions de travail, sur les objectifs qu'on se donne dans le cadre des entreprises et de la production économique. C'est pour ça que moi, je suis personnellement favorable à ce que la grosse majorité des entreprises privées en France deviennent des coopératives gérées, possédées démocratiquement par les travailleurs. Oui, Ce qui oui, serait... ça, on a pu le voir dans vos contenus et c'est notamment le premier truc dans votre bio sur les réseaux sociaux, fan de démocratie politique et économique. Oui. Oui, c'est ça. Hein. Euh, bah, non, c'est... Ça fait un moment que je porte cette proposition parce que je pense que, quand on voit en France, par exemple, l'implémentation aujourd'hui, ça va se faire avec le statut SCOP qui existe légalement, qui est déjà une très très bonne chose que ça existe. C'est pas suffisamment mis en avant, les gens ne savent pas. La plupart des gens, ils sortent de leurs études, ils arrivent dans le monde adulte, le monde du travail, etc. Ils sont même pas au courant aujourd'hui qu'il existe en vrai 2 types d'entreprises, soit des entreprises capitalistes classiques où le seul but est d'enrichir les actionnaires, qui ne sont pas les travailleurs de l'entreprise, qui sont des actionnaires autres, qui sont là pour juste exploiter les travailleurs, et un autre type d'entreprise qui sont les coopératives, les SCOP, qui sont quand même beaucoup, beaucoup mieux parce que c'est un fonctionnement de un salarié, un vote dans l'entreprise et pas une part de l'entreprise et une voix, comme c'est le cas dans les entreprises capitalistes traditionnelles. Mais moi, je pense qu'il faut aller encore beaucoup plus loin que le statut SCOP. Le statut SCOP, c'est une bonne chose et on peut faire encore mieux. Et c'est déjà très prometteur parce qu'on voit que les entreprises qui se lancent sous forme de SCOP sont déjà plus pérennes sur le marché aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a moins de faillites si on regarde les 5 premières années de la création d'une start-up dans un format traditionnel capitaliste comme une SA, SARL, etc., SAS. Vous avez plus de chances de faire faillite quand on regarde 5 ans après la création de l'entreprise que si vous la démarrez sous forme de SCOP. Et moi, je dis qu'il faut essayer d'encourager
Je sais que dans le programme du NFP, il y a des mesures pour encourager qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Moi, je pense qu'il faut que ça soit vraiment axé sur les scopes, pas forcément sur le reste de l'économie sociale et solidaire, entre guillemets. Mais oui, les scopes, c'est déjà prometteur, il faut les généraliser. Oui, ben, ça aurait dû être ma question suivante parce que c'est aussi quand vous pouvez parler de retirer un certain nombre d'entreprises du secteur privé, on pourrait penser que ça serait une direction étatique verticale et un peu bureaucratique qui s'en chargerait, il y aurait beaucoup moins de démocratie qu'une entreprise privée qui est actuellement promue comme une forme de liberté ultime. Alors moi personnellement, il y a vraiment deux pans de l'économie que je distingue. Moi, je suis pour que on ait une économie mixte entre public et privé. Je suis pour que le privé soit post-capitaliste très, très majoritairement. Par contre, oui, je pense qu'il faut garder une économie privée et une économie publique. Je ne pense pas que toutes les boulangeries doivent devenir la propriété collective de l'ensemble du pays, ou la propriété de l'État ou des choses comme ça. Je pense qu'il faut que ce soit la propriété des travailleurs qui y travaillent, qui puissent la gérer démocratiquement à l'échelle de l'entreprise. Donc oui, c'est pour ça que moi je parle de garantir les besoins vitaux par des services publics, donc tout ce qui est genre des réseaux fondamentaux, l'électricité, les nourritures pour les cantines publiques gratuites, les logements pour le parc entièrement public. Tout ça, c'est supplémentaire par rapport à ce qu'on a déjà aujourd'hui, évidemment. Hein. Je suis pour aucune privatisation de ce qui est aujourd'hui public. Et donc oui, à côté, je pense qu'il faut garder un marché privé parce que sinon, en fait, il y a eu des propositions alternatives qui parlent de l'entièreté des entreprises et l'entièreté de la production qui serait gérée par l'État. Je trouve qu'elles sont toutes assez néfastes et elles conduisent assez rapidement à des choses qui ressemblent à des dystopies quand même, où par exemple, il faut demander à des comités, si on veut démarrer une entreprise, il faut demander l'approbation pour débloquer des fonds et puis après, on ne sait même pas qui déciderait des prix. Enfin bref, je pense que c'est une mauvaise idée si ce n'est pas un marché privé qui gère ces aspects-là de l'économie qui ne sont pas des besoins vitaux. Bah, là, on arrivé vers la fin, on a pu aborder soit à la fois la primaire, quelques questions sur votre ancien parti politique l'après, et aussi sur des grandes questions qui ont pu dériver sur d'autres. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour votre campagne, un slogan par exemple? Alors, nous sommes pour un apaisement généralisé de la tête aux pieds pour l'ensemble de la société, du haut jusqu'en bas. Nous allons rien lâcher. On a été purgé du parti l'après. Ce n'est pas pour autant qu'on abandonne cette campagne. Donc voilà, je demande aux personnes de me soutenir dans cette primaire. Si vous êtes intéressé par ma candidature, si vous pensez que c'est une bonne idée de faire gagner un candidat qui promet de se désister dans le cas où il n'est pas donné en tête à gauche, contrairement à toutes les autres candidatures, allez dans cette primaire, votez pour Badmuche 2027. Ok. Bah écoute, merci beaucoup d'être passé pour cette interview. J'espère que vous avez aimé le chat et on se dit peut-être à une prochaine fois. Oui, bien sûr. Super, merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Au revoir. Bah c'était trop bien les gens.